Mais pourquoi ils préfèrent acheter chez nous des produits bruts pour aller les transformer chez eux? C'est pour avoir le maximum de valeur ajoutée et de revenir à ces mêmes produits finis chez nous pour nous les revendre. Donc, ils n'ont pas envie que nous-mêmes on s'industrialise. Sinon, on va augmenter notre niveau de vie, on va gagner plus d'argent et demain, peut-être, on n'aura plus besoin d'eux. Mais par contre, le fermenté et le non fermenté, voilà. Parce qu'en fait, c'est à ce niveau que se joue, voilà. Et le non fermenté, c'est beaucoup les femmes qui le demandent parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas que ça leur tourne la tête. Elles veulent bien boire pour avoir le goût du vin de palme, mais elles ne veulent pas que ça leur tourne la tête parce qu'elles s'occupent de la famille. Elles ont la responsabilité de la famille, donc elles veulent laisser lucide, voilà. Bonjour, je suis Ngombulu Yasangi Yaminabantu Lasconi. Bienvenue dans l'Obuka, café littéraire pour la promotion et la valorisation des savoirs endogènes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un opérateur économique qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il se nomme M. Keletigi Koulibaly. Keletigi, un nom symbolique qui parle aux initiés. M. Koulibaly, bonjour et bienvenue dans l'Obuka. Bonjour, Lasconi. Comment allez-vous? Très bien, très bien. J'espère Pourriez-vous qu'il en a. Pourriez-vous nous présenter votre structure, s'il vous plaît? Oui, alors je suis Keletigi Koulibaly et ma structure, c'est Kele Trading, qui est une structure donc, de promotion des produits de l'agro-industrie euh, qui commence par tout ce qui est fruits et légumes, notamment les fruits et légumes frais et secs. Et là, depuis peu, donc, nous avons entamé la transformation, voilà, en boissons et en fruits secs. Et notamment, notre produit phare, c'est la mise en bouteille donc, du vin de palme que nous commercialisons sur la marque Banji Banji. Très bien. J'ai eu l'opportunité de découvrir et de déguster vos produits lors d'une journée organisée par la PPS à la Défense. Et à ma grande surprise, vous présentez un produit particulier qui est une boisson qu'on appelle le Bondi Bondi, que les Congolais appellent Nsamba, que dans certains pays, on appelle Sodabi, qui est le vin. Sodavi, Et le vin de palme est une boisson que jusqu'à présent l'Afrique a du mal à exporter. Pourriez-vous exact. dire comment vous êtes parvenu à produire une boisson aussi bonne à déguster alors que celle-ci, on a du mal à l'exporter à l'extérieur? Eh oui. Alors, l'histoire commence très tôt, dans ma tendre enfance, avec mon grand-père, qui était un fervent adepte de la boisson du vin de palme. Et il avait coutume, lorsque j'allais au village en vacances, de m'emmener à la récolte du vin de palme. Et à chaque fois qu'on dégustait le vin de palme, mon grand-père, il me narguait en me disant, toi qui vas à l'école du blanc, vos blancs, ils disent ils sont forts. Pourquoi ils n'arrivent pas à mettre le vin de palme dans la bouteille? Et j'ai dit, c'est vrai que pour le moment, ils n'y sont pas encore arrivés, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et le temps aidant, j'avais mûri grâce à cette provocation de mon grand-père, qui était mon homonyme aussi, qui est mon homonyme. Et donc, j'avais mûri secrètement le projet d'effectivement de tenter la mise en bouteille du vin de palme. Et effectivement, ça n'a pas été un travail facile. Ça a demandé 3 ans et demi de recherche et d'expérience avec pas mal de chercheurs de l'Université de Côte d'Ivoire et de d'autres équipes dont je tairai les noms ici, de recherche, voilà, agronomique. Et avec tout l'appui de tous ces chercheurs en agronomie et en agroalimentaire, on a réussi à stabiliser le vin de palme et à le mettre en bouteille et à conserver
la qualité de son goût. Voilà. Et c'est ainsi que nous avons lancé donc le Bandji Bandji depuis bientôt 3 ans. Vous avez parlé de provocation. Dans le mot provocation, il y a vocation. Oui. D'où vous vient cette vocation scientifique? Puisqu'il s'agit d'un travail scientifique pour extraire et fermenter, conserver et exporter. Oui, c'est un travail scientifique. Et comme tout travail scientifique, en général, le travail, il est secret et le résultat, c'est lui qui est visible. Le résultat est commercialisé et pour pouvoir garder les moyens de commercialiser à fond, on est obligé de garder toujours, entre guillemets, le secret de la fabrication à l'abri. Voilà. Mais il faut savoir ce que je peux dire. C'est que notre boisson Bandji Bandji est mise en bouteille avec un mécanisme et un savoir naturel qui fait que, en fait, pour le stabiliser, pour le conserver, il n'y a pas d'additifs chimiques. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. La Et Côte donc, à ce titre-là, donc, il garde toutes ses propriétés et il reste un produit authentiquement bio. excellent. Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, un pays agricole, un poids lourd de l'agriculture sur le continent africain. Absolument. Je ne suis donc pas étonné que ce soit un originaire de la Côte d'Ivoire qui soit promoteur de ces produits. La question que je me pose est la suivante. Pourquoi est-ce que la plupart des pays agricoles africains, dont le vôtre, ne parviennent pas à transformer la matière première? Parce que généralement, nous avons une économie de comptoir qui consiste à exporter des matières brutes. Qu'est-ce Mhm. qui explique l'absence des produits finis africains sur le marché mondial? Alors, à mon avis, selon l'expérience, en tout cas, que j'ai faite à mon propre niveau, je pense que l'absence de transformation est due à deux facteurs. Le facteur économique et le facteur, je veux dire, euh, de, de la vision. Sur le facteur économique, je m'explique. En fait, pour pouvoir transformer, il faut des outils pour la transformation. Et ces outils de transformation demandent en général un investissement assez lourd. Donc, ce qui fait que ceux qui produisent, les agriculteurs, ils n'ont pas les moyens de transformer. Donc, ça veut dire qu'il faut des entrepreneurs et des transformateurs. Or, sur place, nous n'avons pas des gens qui ont la culture de l'entrepreneuriat, la culture de l'entreprise agricole. Il n'y en a pas. Les seules personnes qui ont des projets dans l'entreprise agricole, ce sont en général les agriculteurs eux-mêmes. Et eux, ils sont toujours bloqués par le manque de moyens, en fait. Parce qu'ils ont déjà du mal à aller au bout de toute leur production avec les engrais et tout ce qu'ils ont besoin d'investir dedans. Donc, quand ils finissent à la fin de la récolte d'avoir un produit, tout ce qu'ils ont hâte de le vendre pour rapidement encaisser de l'argent. Donc, mais dans la chaîne, il n'y a pas ceux qui vont l'acheter pour le transformer, parce que c'est qui demande un investissement. Et comme la culture de l'entreprise vraiment n'est pas très large, voilà, c'est ça qui fait que on n'en avait pas. Aujourd'hui, on a des gens comme nous justement qui sont nés dans cet environnement, qui ont vu leurs grands-parents cultiver comme ça et revendre des produits bruts. Et justement, comme vous parlez de provocation et vocation, donc la provocation a déclenché une vocation. Et c'est cette vocation qui a fait que je me suis, malgré mes études de commerce que j'ai faites ici en France, je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé dans des entreprises, dans des usines de chocolat, de tout ça, j'en passe, je ne citerai pas toutes les entreprises. Et après, je me suis dit, il va falloir que je me lance à mon compte pour réaliser justement ce que je trouvais qui était dommage, la transformation des produits. Voilà. Et comme vous le voyez, cela est un processus long parce que quand vous y engagez, aujourd'hui, nous, on produit du Bandji Bandji, mais notre structure de production est presque à 80% artisanale. Et aujourd'hui, avec la demande qui commence à monter,
on a besoin maintenant de passer à une mécanisation de la production pour pouvoir avoir un taux de production plus élevé. Et ça demande des capitaux. Et c'est ça en général qui fait que il y a un blocage. Voilà. Mais je pense que un des plus grands freins, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des capitaux hein, en Afrique. Il y a des gens qui ont des capitaux, mais ils ne mettent pas les capitaux dans le développement de l'agriculture ou dans la transformation des produits parce que cette culture n'existe pas. Et pourquoi elle n'existe pas? Parce qu'on on ne fait pas la promotion des gens qui réussissent par ce biais-là. Voilà, on fait la promotion des gens qui réussissent parce qu'ils travaillent dans l'administration, parce qu'ils ont fait des hautes études, donc ils ont des grandes fonctions à l'international, mais on ne fait pas la promotion de quelqu'un qui transforme un produit de chez nous et qui s'en sort. Voilà, et donc du coup, ces gens ne sont pas visibles, donc ça ne fait pas école, ça ne crée pas des émules, et donc du coup, on a l'impression que ben, y a rien qui se fait, mais il y a des choses qui se font, mais on ne met pas la visibilité dessus. Voilà pourquoi je salue des opérateurs comme vous, des hommes de médias comme vous, qui, bien que votre créneau est de faire la promotion des civilisations africaines, de d'autres choses, vous avez trouvé opportun de parler d'importants projets. Et vraiment, Pour rebondir, je citerai tout simplement un proverbe berbère qui nous enseigne que ne jalouse pas quelqu'un, imite-le si tu peux. Et quand j'ai goûté à votre bandi, j'étais tellement émerveillé que ça a été le point déclencheur pour pouvoir vous convier à Lubuka, parce que notre credo, justement, c'est de promouvoir l'Afrique coquette. Ma question est de savoir, avant justement d'évoquer vos produits, parce que vous avez toute une palette, c'est de savoir comment se passe votre collaboration avec la paysannerie en Côte d'Ivoire. alors, la collaboration avec la paysannerie est bonne, mais nous, de notre côté, nous l'avons abordé sous un angle particulier, je veux dire militant. Voilà. Parce que votre serviteur est, est né dans un espace culturel, disons sous-culturel en Afrique, où se passe un certain nombre de pratiques traditionnelles, parmi lesquelles il y en a qui sont très positives, très bénéfiques à la communauté, et parmi lesquelles aussi on a des pratiques qui aujourd'hui on peut dire ont atteint leurs limites parce que aujourd'hui il y a des pratiques traditionnelles dont on ne voit que les méfaits. On n'arrive pas à en évaluer les avantages. Donc, comme notamment les mutilations sexuelles féminines contre lesquelles votre serviteur s'est engagé voilà, à défendre avec des organisations féministes de femmes. Et je milite dans des associations de femmes dans lesquelles, d'ailleurs, à l'intérieur desquelles je suis le seul homme. Voilà. Et donc, en luttant contre les mutilations sexuelles, on avait fait un projet pour essayer de convertir des exciseuses à d'autres activités lucratives. Parce que ce que beaucoup de gens oublient, c'est que, en fait, ces pratiques-là sont aussi des actes économiques. Parce que quand l'exciseuse pratique des excisions sur un groupe de fillettes, elle est payée, elle est bien rémunérée. Voilà. Et donc, quand vous lui dites d'arrêter, quand vous arrivez à la convaincre par vos arguments d'arrêter, elle vous met devant, elle vous met en avant. Bon, oui, c'est bien beau, j'arrête ça. C'est vrai, vous m'avez convaincu. Mais comment maintenant je gagne mon pain? Parce que tout ce que j'ai gagné, comment est-ce que je vais le récupérer? Et donc, nous, on leur a dit, bon, écoutez, on vous propose des activités économiques qu'on peut faire. Voilà, donc on va réfléchir ensemble et vous aussi analyser et voyez quelle activité vous pouvez faire dans laquelle nous pouvons vous accompagner. Et c'est ainsi que ces femmes ont dit, oui, ben voilà, on proposait de récolter les fruits, les légumes, voilà, puisque chez nous, il y a beaucoup d'opérations autour des noix de cajou, de la mangue, du baobab, du beurre de karité, voilà, que les femmes récoltent pour faire de l'huile. Donc, j'ai dit, ben, ça, ce sont des produits que les femmes font. Bon, elles le font artisanalement. Donc, moi,
je vais m'engager auprès de vous en tant qu'opérateur économique pour promouvoir tous vos produits, leur trouver des circuits de vente afin que vous puissiez gagner votre vie. Donc, du coup, on a collaboré avec ces coopératives de femmes, d'anciennes femmes ex-useuses et des femmes aussi qui se sont jointes à nous pour lutter contre l'excision dans la région du Nord. Et donc, à partir de là, avec ce noyau de femmes-là, voilà, on a construit un système avec qui jusqu'à aujourd'hui on travaille. Voilà, et avec l'évolution du projet, je pense qu'on va commencer à collecter des produits avec d'autres personnes qui sont en dehors parce que, bon, voilà, mais pour le moment, c'était avec ce noyau que nous avons démarré notre activité. Quelle est la position des banques nationales? Sont-elles prêtes à vous accompagner dans vos projets puisque ces projets vont probablement se révéler bénéfiques à l'économie nationale? Bon, pour le moment, les banques nationales n'étaient pas, jusqu'à ces 2 dernières années, les banques nationales n'étaient pas partie prenante de nos projets. Voilà, elles avaient plutôt une attitude d'observateur. Voilà, elles nous regardaient du coin de l'œil. Voilà, et entre guillemets, elles nous disaient, elles nous envoyaient un message clair de dire faites vos preuves, on vous regarde. Parce que, vous savez, le banquier, hein, c'est quelqu'un qui est toujours frileux et il ne va pas s'engager tant qu'il n'a pas vraiment quelque chose de concret devant lui. Et donc, les gens voulaient d'abord savoir jusqu'à combien de temps vont tenir ces projets. Est-ce que ce sont des projets vraiment solides? Est-ce que les gens qui s'engagent dans ces projets y croient vraiment eux-mêmes? Et tout, voilà. Et donc, je pense que c'était ça le challenge. Le challenge était de se lancer tout en ayant conscience qu'on ne bénéficierait d'aucune aide jusqu'à ce qu'on commence à sortir du bout du tunnel. Et cela est un parcours très, très, très difficile. Mais c'est un parcours obligé quand on veut entreprendre dans des pays où il n'y a pas la culture de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Voilà, parce que nous sommes des précurseurs et donc c'est nous qui allons prendre tous les pots cassés. Ceux qui vont venir après, la deuxième, la troisième génération, ils vont trouver voilà, des financements sur un plateau d'or, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont travaillé. Ah, ça a commencé aussi comme ça. Ben, aujourd'hui, c'est facile. Lorsque vous avez un bon projet, bien ficelé, bien rédigé, déjà à la rédaction seulement de votre projet, déjà, vous avez déjà, voilà, vous avez déjà de l'argent. Voilà. Donc, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Voilà. Et au niveau de la Mais chambre de commerce, le processus est en cours. Pardon? Au niveau de la chambre de commerce, il existe une puissante chambre de commerce, notamment à Abidjan. Est-ce que vous Oui, avez collaboré avec oui. ses représentants? Bon, on a collaboré avec la Chambre de commerce bon, pour pouvoir connaître, avoir des contacts, notamment pour la diffusion et la distribution. Voilà. Ça, oui, on a eu quelques contacts, quelques ouvertures, quelques conseils. Voilà. Mais en ce qui concerne le financement lui-même, bon, c'est difficile parce que il faut comprendre la situation. En fait, la plupart de nos banques, parce que vous dites banque nationale, mais la plupart de nos banques dans nos pays sont des banques étrangères. Ce sont des banques soit françaises, soit suisses, soit anglo-saxonnes. Voilà. Bon, en Afrique aujourd'hui, quelles sont les seules banques, les banques vraiment africaines? Oui, il y a Ecobank, il y a, il y a, il y a, il y a aujourd'hui quelques banques, des nouvelles banques assureurs comme NCA. Voilà, donc c'est ces 4-5 dernières années que émergent des opérateurs banquiers vraiment africains. Mais ceux-là, bon, ils essayent de financer ceux qui sont déjà gros. Ceux qui sont gros, ceux qui sont vraiment costauds, mais ils ne travaillent pas, en fait, à l'émergence d'un groupe d'entrepreneurs ou d'une... non, non, de l'entrepreneur en général, non.
C'est-à-dire ceux qui sont déjà sortis du lot, c'est ceux-là qu'ils accompagnent. Voilà, parce qu'ils prennent le moins de risques. Voilà. Et donc, c'est un processus qui est embryonnaire. Bon, aujourd'hui, l'État a pris quand même aujourd'hui une initiative à saluer, c'est que l'État a fait un petit fonds qu'ils appelaient des fonds d'aide aux jeunes pour aider des jeunes à démarrer des activités avec des petits capitaux de 500 à 3 millions, 500 000 à 3 millions pour commencer à faire des projets, ce qui n'est pas mal. Voilà, même si parmi les gens qui ont bénéficié de ces aides, bon, il y a beaucoup qui ont fait autre chose que ce pourquoi on leur a donné l'argent, mais bon, je veux dire, c'est un processus embryonnaire et je pense que c'est les résultats de ceux qui sont sérieux qui vont vraiment faire en sorte que l'industrialisation va se faire. Et puis, je voulais terminer juste sur une chose, c'est que il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. C'est-à-dire ceux qui avaient l'habitude de venir acheter les matières premières brutes, c'est ceux-là qui ont les capitaux. C'est ceux-là qui ont les moyens d'investir. Mais pourquoi ils préfèrent acheter chez nous des produits bruts pour aller les transformer chez eux? C'est pour avoir le maximum de valeur ajoutée et de revenir à ces mêmes produits finis chez nous pour nous les revendre. Donc, ils n'ont pas envie que nous-mêmes on s'industrialise. Sinon, on va augmenter notre niveau de vie, on va gagner plus d'argent et demain, peut-être, on n'aura plus besoin d'eux. Donc, ce n'est pas, c'est clair, ce n'est pas dans leur intérêt de nous aider à nous industrialiser. Donc, eux, tant qu'ils peuvent, ils continueront toujours à prendre la matière première brute et partir. Et donc, si on doit transformer, l'initiative doit venir de nous. L'initiative doit forcément venir de nous. Voilà. Après, même si on achète des machines chez eux, on achète des machines d'un pays développé, mais c'est notre initiative. Mais eux, ils ne prendront pas l'initiative. Pour le moment, ça ne l'intéresse pas de prendre cette initiative. Votre pays, la Côte d'Ivoire, appartient à l'espace CEDEAO, qui est un espace à la fois économique et monétaire. Pourquoi vous n'allez pas toquer chez les voisins, puisque dans des pays comme le Nigeria, il y a quand même des banques nationales comme la Zenith Bank qui accompagnent des opérateurs économiques. Avez-vous essayé dans quelques pays ou vous êtes limité à votre pays? Non, non, non. Moi, honnêtement, je n'ai pas essayé dans ces pays. Par contre, je n'ai pas essayé de trouver des capitaux dans ces pays. Mais par contre, dans ces pays, j'ai essayé de trouver de la clientèle, notamment au Burkina Faso et au Mali. Voilà. Et en ce moment, j'ai des contacts avec le Sénégal où je suis en train d'étudier aussi les possibilités de développer, voilà, la commercialisation de produits et même aussi de trouver des fournisseurs de certaines matières. Voilà. Mais franchement, sur le plan de la demande d'investissement, la recherche de financement, non, je ne l'ai pas fait à ce niveau. Concrètement, quelle est la palette de vos produits? Pourriez-vous nous en présenter quelques-uns? Oui, je peux vous en présenter quelques-uns. Alors, bon, on va commencer par, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, par donc la boisson Banji Banji, l'énergie de la tradition, donc le vin de palme, voilà, ici présent. Alors, le vin de palme, nous avons le vin de palme fermenté, donc c'est celui-là, Banji Banji, et le vin de palme non fermenté, c'est celui-là, Pakoji. Voilà. Voici les deux bouteilles. Vous voyez, il y en a une qui est verte, qui a un fond vert, et l'autre qui a un fond blanc. Alors, la différence, c'est que cette bouteille blanche, en fait, c'est un vin de palme qui n'est pas encore fermenté. Car le vin de palme, en fait, lorsque il sort, il est récolté, il n'est pas fermenté jusqu'à ce que on le détache de l'arbre. Et quand on le détache de l'arbre, l'air qui rentre au moment où on le détache, c'est cet air qui produit une réaction naturelle et qui déclenche le cycle de fermentation. Mais le cycle de fermentation devient actif
à partir de 1h30 après le moment où on a détaché la gourde de l'arbre. Donc, au total, disons, grosso modo, on considère que c'est 2 heures après qu'on a détaché la gourde de l'arbre que la fermentation est en place. Et donc, nous, notre technique pour avoir ce vin de palme non fermenté, c'est que entre le moment où on le détache de l'arbre et le moment où on le met en bouteille, il y a moins de 2 heures, il y a 1h30. Voilà. Donc, ceux qu'on doit extraire comme ça, automatiquement, dès qu'on les récolte, on les amène directement à l'usinage pour la mise en bouteille. Voilà. Et celui-là, le Bandji, par contre, lui, on le laisse fermenter. En général, la récolte se fait entre 6h30 et 7h. À 8h30, 9h, on met en bouteille l'autre, le Pakoji. Et lui, on le laisse jusqu'à 13h et on le met en bouteille. Donc, il a atteint un certain niveau de fermentation. Après, il peut avoir un niveau encore plus grand de fermentation si on le laisse jusqu'à 17h. Mais au départ, d'ailleurs, quand on a lancé la boisson, on avait deux qualités de Bandji. Il y avait celui-là qu'on appelait le moelleux et il y avait l'autre qu'on appelait le Bandji sec, qui était encore plus fermenté que celui-là. Mais sur le terrain, on a été contraint de constater que la demande de Bandji moelleux était de loin la demande la plus grande. Voilà, que 80% des gens, ils préféraient le Bandji moelleux que le Bandji sec. Alors, donc, on a, on a éliminé carrément ce deuxième produit, le Bandji sec, qui est fait remonter jusqu'à 17h parce qu'on a vu qu'il y a très peu de gens qui veulent ce type de produit. Mais par contre, le fermenté et le non fermenté, voilà. Parce qu'en fait, c'est à ce niveau que se joue, voilà. Et le non fermenté, c'est beaucoup les femmes qui le demandent parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas que ça leur tourne la tête. Elles veulent bien boire pour avoir le goût du vin de palme, mais elles ne veulent pas que ça leur tourne la tête parce qu'elles s'occupent de la famille. Elles ont la responsabilité de la famille, donc elles veulent laisser lucide, voilà. Donc après, donc, ces deux produits, ce produit phare, donc Bandji, nous avons les autres jus à base des produits traditionnels habituels des jus qu'on fait chez nous, c'est-à-dire les jus de gingembre et des baobabs. Donc là, c'est le baobab, le jus de baobab, voilà, que tout le monde connaît le fruit des baobabs dans toute l'Afrique. Voilà. Et là, nous avons le jus de gingembre, gingerdi. Nous avons le jus de fleur d'hibiscus, de bissap, qui est là. Nous avons le jus du tamarin, le tamarinji, qui est là. Et nous avons le jus de mangue, voilà, qu'on fait par saison. Le jus de mangue, il est là. Voilà. Et donc, et en plus de tout ça, on a aussi des tisanes. Voilà. Et là, je vous présente la tisane du Kenkeliba. Voilà. On a les tisanes du Kenkeliba, on a les tisanes des feuilles de moringa, on a les tisanes des feuilles de goyavier, les tisanes des feuilles de papayer. Voilà. Et j'en parle. Quelles sont les vertus, par exemple, du quinqueliba pour inciter justement les gens à consommer ces produits? Voilà. Alors, nos produits, ouais, on indique toujours clairement quelles sont les vertus des produits, voilà, de chaque produit. Donc, le quinqueliba, on a bien écrit mode d'emploi, à employer en infusion contre la constipation, pour protéger les cellules hépatiques et pour stimuler la fonction biliaire et favoriser l'excrétion biliaire. C'est aussi un excellent anti-inflammatoire et antibactérien. Voilà. Et on vous met la fiche des valeurs nutritionnelles et tout. Voilà. Et le code barre. Voilà. Mais le quinqueliba, il est très bon. Voilà. Chez nous, en tout cas, celui qui boit du quinqueliba, il ne connaît pas ce qu'on appelle la constipation. Voilà. Et c'est un produit qui est très bon. C'est un bon digestif et ça permet vraiment de se libérer, surtout le soir après le repas, pour bien passer une très bonne nuit. Voilà. Et par contre, les feuilles de corosol, par contre, elles permettent
de prévenir tous les types de cancers qu'on connaît, notamment le cancer du sein, le cancer de la prostate et tout ça. Voilà. Et donc, si vous buvez régulièrement les feuilles de corosol, la tisane des feuilles de corosol, mais là, ce n'est pas juste trempé dans l'eau, non, c'est une décoction. Il faut la faire bouillir dans l'eau et après, on tamise et on boit. Voilà. Donc, tous ces produits-là ont leurs propriétés et même nos boissons. Vous voyez, sur nos boissons, vous voyez, ça écrit ici bien fait. Vous voyez, par exemple, le baobab, on vous met les bienfaits du baobab. Réduction du cholestérol grâce à son fort taux de fibres. Il régule le transit, soulage l'arthrose et la polyarthrite par sa forte teneur en calcium et en phosphore. Voilà. Donc, toutes les boissons-là sont commercialisées parce qu'elles ont des bienfaits. Vous avez évoqué notamment la récolte des mangues, par exemple, qui est saisonnière. Et comment faites-vous pour pallier à l'absence de mangues pendant la saison où il n'y en a pas, puisque la demande est permanente? Oui. Alors, ça, pour le moment, disons, on a étudié la question, on sait comment faire, mais on n'a pas encore commencé à le faire parce qu'il nous faut mettre en place un certain nombre d'outils, voilà, pour pouvoir le faire. Voilà. Mais en fait, je vous dis quelque chose qui va peut-être vous choquer. Il faut savoir que 60%, 60% de nos fruits en Afrique sont perdus à chaque récolte. Je dis bien 60%. Donc, c'est la plus grande partie. C'est-à-dire, quand arrive l'époque des mangues, quand arrive l'époque des mangues, on est content, on dit l'époque des mangues est arrivée, mais on mange moins de mangues qu'on en perd. Oui, parce que sur le manguier, toutes les mangues qui sont produites, on arrive à en garder que 40%. Les 60 autres pourcents, on n'arrive pas. Parce que vous savez, les mangues, dès qu'elles sont mûres, elles tombent seules. Nous, tout le monde se rappelle de ça. Nous, on se rappelle quand on était jeune, quand on était adolescent, quand on partait faire les soirées dansantes, les booms et tout, quand on rentrait à 4 heures du matin, on passait là où il y avait les manguiers. Il suffisait que vous passiez. On se rappelle, nous, quand on était petits, on passait au plateau là, la nuit. Quand vous passez la nuit, vous entendez po, 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 ce sont les mangues qui tombent seules. Parce que non seulement elles sont mûres, elles tombent, après il y a les chauves-souris aussi qui grignotent un peu des trucs, donc ils les bousculent. Et dès qu'une mangue est mûre, dès qu'on la touche, elle tombe. Quels sont les pays d'exportation et comment se passe la distribution de vos produits? Où est-ce qu'on peut les trouver? OK. Alors, les pays où on trouve nos produits, c'est le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la France, un tout petit peu en Belgique. Et là, on travaille un peu sur le Royaume-Uni pour y amener des produits. Voilà. Alors, en ce qui concerne la France, c'est essentiellement en région parisienne que nos produits sont disponibles dans quelques épiceries. On avait des produits qui étaient avec lesquels on avait fait pendant un an, en 2020-2021, un test avec les supermarchés, 2 supermarchés de Leclerc. Voilà, mais après, aujourd'hui, notre politique s'oriente essentiellement sur les supérettes exotiques et les restaurants. Voilà, donc on est en train de travailler pour proposer une cartographie, voilà, d'implantation sur la région parisienne, voilà, avec au moins un point de vente par agglomération, voilà, qui va permettre à tout le monde d'avoir accès à nos produits, quel que soit l'endroit où il est dans la région. Voilà, donc on espère que d'ici le début de l'année 2023, on va sortir cette carte-là et voilà, et je pense que ça sera sur notre nouveau site qui va être publié bientôt sur, voilà, à tout le monde. Merci infiniment, Monsieur Keletigui Koulibaly, d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons plein succès. Merci beaucoup. Voilà. On voulait juste ajouter que pour les fêtes, donc nous faisons des promotions, des packaging sur nos produits. Donc voilà, tous ceux qui vont nous contacter auront ces offres-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et à très bientôt.